Amis téléspectateurs, bonjour, j'espère que vous êtes en forme. Vous êtes sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient avec plaisir et avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Vous connaissez le principe, hashtag et maintenant si vous souhaitez réagir sur ce plateau ce week-end des fines lames de l'analyse politique. C'est le retour du professeur. Bonjour Pascal Perrineau, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Vous êtes professeur des universités à Sciences Po Paris. Vous avez signé le livre « Le populisme, c'est à lire au PUF ». Valérie Lecabre revient, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditorialiste politique au journal.info. Merci d'être avec nous. On salue également Nathan Dever. Bonjour Nathan. Bonjour. Ça va? Vous êtes écrivain et philosophe. Vous publiez le livre « Penser contre soi-même », c'est à lire aux éditions Albin Michel. Et le retour du grand, de l'immense Jonathan Boucher-Petersen. Bonjour Jonathan. Bonjour. Vous êtes éditorialiste politique à Libération. Merci d'être avec nous. Dans cette émission, on se demandera si nous sommes condamnés à vivre et à revivre indéfiniment la réforme de l'assurance chômage, alors que le gouvernement annonce un troisième changement des règles en 5 ans. On verra pourquoi au Salon de l'Agriculture cette année, les responsables politiques ont volé la vedette aux vaches et aux brebis. On se penchera sur l'entrée de l'IVG dans la Constitution et sur le port de l'uniforme à l'école. Mais d'abord, la séance est ouverte. Merci Président Larcher. Ces déclarations fracassantes d'Emmanuel Macron. Cette semaine, l'Élysée a organisé un sommet en soutien à l'Ukraine. Une vingtaine de pays ont fait le déplacement, alors que le conflit, vous le savez, entre dans sa 3e année. Au sortir de cette réunion, le chef de l'État s'est montré très offensif quand il a été interrogé sur la possibilité d'envoyer des soldats sur le terrain. Écoutez le chef de l'État. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Beaucoup de gens qui disent « jamais, jamais aujourd'hui » étaient les mêmes qui disaient « jamais, jamais des tanks ». Jamais, jamais des avions, jamais, jamais des missiles de longue portée, jamais, jamais ceci, il y a 2 ans. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, beaucoup autour de cette table disaient « nous allons proposer des sacs de couchage et des casques ». Et aujourd'hui disent « il faut faire plus vite et plus fort pour avoir des missiles et des tanks ». Ayons l'humilité de constater qu'on a souvent eu 6 à 12 mois de retard. Pascal, c'est la première fois que l'hypothèse d'un envoi de troupes en Ukraine est évoquée. C'est un tournant dans la position française ? C'est-à-dire, oui, c'est un tournant dans la position française, puisque ce type de position tout à fait assumée par le président n'avait jamais été présenté en amont. Mais il faut bien reconnaître que ça cache en fait une réalité présente qui est la présence aujourd'hui de militaires européens sur le sol ukrainien. Il y a, ne serait-ce que pour accompagner les armements que différents pays européens ont donnés aux Ukrainiens, il y a aujourd'hui des Français, des Allemands, voilà, sur le terrain. Donc, c'est la première fois que c'est dit de cette manière par le président, de manière ouverte. De manière ouverte, de manière officielle, comme il l'a dit lui-même, de manière officielle, il ne se prive pas de la perspective d'aller encore plus loin dans la dynamique, comme il dit, c'est le langage macronien, c'est-à-dire dans les perspectives à venir, et de dire, voilà, si les choses se dégradaient, il pourrait y avoir une implication plus importante en termes d'hommes. Valérie, vous avez été porte-parole du ministère des Armées. Qu'est-ce que ces propos ont évoqué chez vous? Est-ce que vous avez été surprise déjà? Oui, c'était surprenant, mais c'est le mot « troupe » qui compte. Parce qu'effectivement, comme le dit Pascal, depuis 2014 et l'invasion de la Crimée, il y a des soldats britanniques, canadiens, américains, français sur le sol ukrainien, ne serait-ce que pour faire du renseignement et savoir exactement comment les choses sont en train d'évoluer. Le mot « troupe », ça donne l'idée qu'il va y avoir beaucoup de monde. Vous savez, l'armée française, c'est la plus grosse armée européenne, elle est opérationnelle. On peut mobiliser, en France, on peut mobiliser 15 000 hommes en quelques semaines, quelques centaines en quelques jours. Donc c'est ce mot « troupe » qui est très marquant, parce qu'il peut donner l'idée qu'il va y avoir plus de monde. Donc je pense que ça ne sera pas le cas, mais je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron a dit ça très officiellement et très solennellement, pour taper du poing sur la table. Je crois que c'est pour faire peur à Vladimir Poutine. On va arriver sur ces interprétations, mais déjà juste, c'est pas une bourde, si j'entends ce que dit Valérie. Nathan, c'est pas une bourde, c'est très calculé de la part du chef de l'État. Je ne suis pas dans la tête du chef de l'État, mais il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'il a beaucoup été dit que Emmanuel Macron aurait dit ça pour faire oublier le fait qu'il a reçu quelques huées au Salon de l'Agriculture. Beaucoup de Il me semble qu'on peut
le critiquer tant qu'on veut, mais imaginez qu'un président de la République, qui a eu l'attitude qui a été la sienne depuis le début de la guerre en Ukraine, quand même, c'est-à-dire qui a tout fait pour essayer de tenir la diplomatie quand c'était encore possible ou quand ça avait un sens, qui depuis a été très clair sur le soutien à l'Ukraine, etc., qu'il ait pu imaginer une seule seconde qu'il tienne ses propos pour faire diversion sur un sujet de politique politicienne, ça me paraît inenvisageable. Deuxième chose, ce genre de déclaration, évidemment, c'est un peu à la manière de l'iceberg. Ça veut dire que la parole officielle, elle rentre aussi dans des stratégies qui sont officieuses, dont nous n'avons pas tous les tenants et les aboutissants, dans des intimidations vis-à-vis de Vladimir Poutine. Et troisième chose, il a beaucoup été dit aussi, même si, là où je pense qu'Emmanuel Macron a tort, c'est que les Ukrainiens n'ont pas tellement besoin d'hommes, ils ont besoin de munitions. Et le vrai sujet est là. Il ne s'agit pas d'envoyer des troupes françaises, italiennes, anglaises ou néerlandaises en Ukraine, mais des munitions. Mais dire qu'Emmanuel Macron précipite une troisième guerre mondiale, comme si ce n'était pas Vladimir Poutine, dont la stratégie depuis 20 ans était exactement celle-ci, ce que dit la ça me France semble Insoumise. être une forme de grande mauvaise foi aussi. On va y venir, Jonathan. Je vais vous montrer cette phrase. Il ne faut pas humilier la Russie pour que le jour où les combats cesseront, nous puissions bâtir un chemin de sortie par les voies diplomatiques. Emmanuel Macron, 4 juin 2022. Il ne faut pas humilier la Russie. Bon, il y a quelque chose qui a changé là, clairement. Ça a beaucoup changé. En tout cas, on lui a beaucoup reproché, même si dans la présentation, on disait qu'il avait toujours été aux côtés de l'Ukraine. C'est ce en même temps diplomatique qui était quand même difficilement audible et qui agaçait beaucoup jusqu'à Kiev. Ça a été formulé de façon quasi officielle. Moi, ce qui m'a un petit peu sidéré dans l'initiative, c'est au sortir d'une démarche collective, d'avoir une parole si solitaire. En fait, donc, on comprend peut-être la volonté de la France par ses capacités par rapport militaires. à nos alliés, c'est ça. C'est-à-dire que quand même, tous les gens qui étaient censés, d'une certaine manière, embrayer en disant oui, c'est la position de l'Europe ou c'est la position des gens qui se sont réunis pour réaffirmer un soutien nécessaire à l'Ukraine. Et on a vu un président français très isolé là-dessus. Donc il y a une singularité française parce que notre capacité militaire est supérieure, parce que la dissuasion nucléaire est exclusivement française sur la scène européenne, certes, mais comme le disait Nathan Dever, on a l'impression que du côté ukrainien, et Volodymyr Zelensky l'a dit clairement, l'enjeu c'est les obus, c'est quelque chose d'assez concret, c'est le fait que 30% des promesses ont été tenues, la France n'étant pas le plus mauvais élève dans ce classement-là, mais on a eu le sentiment quand même, donc il y a eu le terme d'ambiguïté stratégique qui a été mis sur la table pour nous expliquer que l'essentiel nous échappait. Il a dit j'assume cette ambiguïté stratégique. Voilà, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, entre dynamique, ambiguïté, stratégique, il y avait clairement un message qui devait être envoyé, on a vu la réaction de Vladimir Poutine hier lors de son discours de l'Union. On est quand même plus dans une escalade verbale. Après, est-ce qu'elle est utile, pas utile ? Moi, je ne suis pas un expert militaire. Vous l'avez évoqué, nos partenaires de l'OTAN qui ont sèchement répondu aux propos d'Emmanuel Macron. Pour le chancelier allemand Olaf Scholz et Joe Biden, il n'est pas question d'envoyer de troupes au sol. Même fin de non-recevoir pour nos amis espagnols. Écoutez. Notre pays a déjà manifesté sa position sur cette question et nous ne sommes pas d'accord. Nous devons nous concentrer aussi sur ce qui est urgent, à savoir accélérer la livraison de matériel militaire. Je pense qu'il est important aussi de dire quelque chose que le Premier ministre espagnol a dit déjà plusieurs fois. L'unité est l'arme la plus efficace dont dispose l'Europe pour faire face à l'attaque de Poutine. Pascal, est-ce qu'Emmanuel Macron avait anticipé cet isolement d'une certaine manière par rapport à nos voisins et par rapport à nos alliés ? Non, certainement pas, parce qu'il n'aurait pas pris l'initiative, je crois. Parce que la réussite, dans un temps relativement bref, de cette conférence organisée à Paris, qui était un signe fort d'unité envoyé par les leaders de l'Union européenne sur la scène européenne vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis de la Russie, a été quelque peu gâché par la réception immédiate des autres leaders de l'Union européenne et du président américain en disant assumer de manière officielle la présence de troupes, c'est inenvisageable. Donc la fête, si fête il y a été un peu gâchée par, en effet, l'initiative du président. Le président aurait dû simplement un peu sonder ses partenaires avant de prendre la position qui était la sienne. Mais est-ce que ça veut dire, ces propos, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui on est en guerre contre la Russie ? La France est en guerre contre la Russie, Valérie ? Quand le président de la République dit des choses aussi fortes. Ouais. Ça veut dire qu'on a une menace supplémentaire qui se profile cette année, qui est l'élection du président américain. Si c'est Donald Trump, ce qui est tout à fait possible, l'Europe va se retrouver totalement isolée et face à Vladimir Poutine et face à la nécessité de gagner cette guerre en Ukraine. Et je pense que c'est ça que prépare Emmanuel Macron. Alors il le prépare mal sur la forme, je suis d'accord, mais sur le fond, ce qu'il prépare, il parle aux Européens en disant il faut que nous comptions sur nous-mêmes.
les États-Unis, on ne sait pas trop comment ça va tourner. Cette guerre est aux portes de chez nous. Et si Vladimir Poutine la remportait, ça serait une catastrophe pour nous. C'est ça le message qu'il a voulu faire passer. Je voudrais dire un mot sur ce qui se passe. Alors, je me trompe à chaque fois, la Transnistrie. Voilà, voilà cette petite enclave en Moldavie où il y a 1500 soldats russes et qui ont appelé peut-être, on va voir, à une annexion par la Russie. C'est à suivre, effectivement, voilà, parce que ça peut dégénérer. C'est un mini-Ukraine qui peut se préparer éventuellement. Donc, je pense qu'il a voulu, et il a changé en cela par rapport au début, inverser le rapport de force, c'est-à-dire taper du poing sur la table et dire on ne le laissera pas faire. Les propos d'Emmanuel Macron ont en tout cas suscité beaucoup de débats du côté des oppositions, beaucoup de réactions. À la France Insoumise, on dénonce un président va-t-en-guerre. Écoutez Jean-Luc Mélenchon. Je dis que c'est un dérapage incontrôlé. La totalité des alliés de la France ont affirmé qu'ils ne voulaient pas participer. Il me semble qu'il faut faire partie de la solution dans un conflit. Nous ne sommes ni ukrainiens ni russes. Et ce n'est pas vrai, contrairement aux surenchères verbales sur le sujet, que nous sommes menacés, toute l'Europe, aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Il met les doigts dans l'engrenage aussi, Emmanuel Macron, là-dessus. Vous rigolez, c'est quoi? C'est les propos de Jean-Luc Mélenchon qui vont faire réagir? D'entendre ce genre de déclaration. C'est pas la France qui va en guerre, je le répète. C'est pas la France qui est en guerre contre la Russie. Vous savez, c'était la fameuse phrase de Julien Freund dans sa soutenance de thèse à Jean Hippolyte, qui lui disait, oui, mais qui était un peu pacifiste. Il lui disait, mais vous croyez que vous pouvez choisir vos ennemis? À un moment, l'ennemi vous désigne, et à partir de là, ces catégories-là s'imposent d'amis et d'ennemis. En l'occurrence, il suffit de lire quelqu'un comme Alexandre Douguine, qui est un des idéologues importants qui entoure Poutine. Douguine explique très bien, c'est-à-dire très clairement, très explicitement, qu'il y a, si vous voulez, une sorte de concurrence dans l'héritage de l'Europe grecque entre la Russie, qui, selon lui, est restée fidèle à la fois à l'esprit chrétien et à l'esprit grec, et l'Europe occidentale, qui est dégénérée, qui est décadente, qui est celle de la démocratie libérale, qui est celle des LGBT, etc., etc. Europe que la Russie ne cesse d'attaquer depuis 20 ans, mais particulièrement depuis 10 ans, par tous les moyens, qui déstabilise des élections, qui fait des propagations massives de fake news, etc., etc. Alors, encore une fois, que les propos d'Emmanuel Macron aient pu être une maladresse dans ce cas-là, que les propos d'Emmanuel Macron ne correspondaient pas aux attentes des Ukrainiens, c'est une chose. Mais si vous voulez estimer, comme le faisait M. Mélenchon, que Poutine faisait le travail en Syrie à l'époque, qu'il n'allait pas envahir l'Ukraine avant qu'il l'envahisse, et aujourd'hui, si vous voulez, que nous ne sommes ni russes ni ukrainiens, il faut choisir une position, oui. Au siècle passé, on se souvient à quoi ça ressemblait, ce genre de position. Ce qui nous emmène à un duel, les amis, sur ce plateau, avec cette question. Les Insoumis, la France Insoumise, a-t-elle des positions pro-russes? Est-elle un mouvement pro-russe? Deux invités sur ce plateau ne sont pas du tout d'accord. D'un côté, le professeur, de l'autre, Jonathan. Pascal, vous commencez, vous avez 45 secondes. Vous savez comment ça marche. Oui. Pourquoi, selon vous, la France Insoumise, oui, est un mouvement pro-russe? C'est un mouvement, en tout cas, qui est en soutien régulier depuis des années des positions de la Russie dirigée par Poutine. On l'a vu, ça vient d'être mentionné, sur le soutien de l'intervention russe en Syrie. On l'a vu, bien sûr, sur la Crimée. On le voit sur l'Ukraine. Il y avait, selon le président de la France Insoumise, aucun risque, etc. On a vu ce que ça a donné. Et je crois que toutes ces positions ont une logique. C'est l'anti-américanisme extrêmement profond de Jean-Luc Mélenchon, qui, en effet, trouve des vertus à tous ceux qui se présentent comme étant les ennemis des États-Unis d'Amérique. Il vous reste 6 secondes. Vous avez quelque chose à ajouter? C'est votre dernier mot? Je les prends. Vous les prenez, très bien. Jonathan, vous n'êtes pas d'accord? Non, mais du coup, je suis plus d'accord. C'est toujours pareil. C'est quand on pose le sujet, on n'est pas d'accord et c'est le jeu. Mais quand on entend qu'en fait, il n'est pas tant pro-russe qu'anti-américain, je pense que c'est évidemment ça qui est le plus intéressant. C'est que son anti-américanisme primaire, excessif, obsessionnel, l'amène à avoir une mansuétude à l'égard des Russes. Mais si on pose la question de façon plus large, c'est la tentation de faire un rapprochement en disant le RN et LFI sont des partis pro-russes versus le reste du champ politique. Et je pense qu'il y a une vraie distinction d'agenda politique, d'agenda idéologique entre le RN, qui est dans une filiation assez directe avec le Moscou, et Jean-Luc Mélenchon, qui se retrouve à tenir des positions que moi je ne partage pas du tout, mais justement par cette obsession anti-américaine, par cette espèce de posture un peu singulière qu'il voudrait pour la France, alors qu'on est dans une situation où l'ennemi est désigné, où l'ennemi n'est pas à choisir, et où effectivement, il y a... Maintenant, on ne peut pas dire que Jean-Luc Mélenchon soit
pro-Poutine. Hein. C'est-à-dire que les alliés politiques de Jean-Luc Mélenchon sur la scène politique russe sont tout autant en prison que l'était M. Navalny. Donc voilà, il y a une petite distinction entre... Oui, je sais, ça veut dire... 6 secondes en plus. Ça veut dire qu'il faut finir la phrase. Ouais. Non mais voilà, en tout cas, anti-américanisme bien plus que pro-Poutine. Valérie, en 15 secondes, sur ce duel, sur cette question de la France insoumise et les relations avec Vladimir Poutine. Moi, je pense qu'il y a des vraies relations dangereuses pour la raison principale, c'est que ce n'est pas que de l'anti-américanisme, c'est qu'il partage avec Vladimir Poutine cette idée qu'il faut changer l'occidentalisation du monde, que ses alliés sont les mêmes, la Chine, l'Iran. Mais bien sûr. Mais quels alliés, en fait quelles relations concrètes au-delà d'une lecture? Non, mais philosophiquement, si vous voulez, la culture occidentale. Il y a un rejet de l'Occident. Les BRICS, il est par exemple. anti-LGBT, il dit que l'Occident est dégénéré par rapport... Non, mais les BRICS, par exemple, quand vous écoutez un Lula qui est sur une position qui n'est pas si éloignée que ça, vous voyez bien qu'ils sont plutôt du camp de Poutine, de la Chine et de l'Iran que du camp occidental globalement. On avance. Le camp occidental qui n'a jamais été aussi isolé. Long chemin parlementaire. Jonathan, restez avec nous. Cette semaine, le Sénat a adopté définitivement un texte prévoyant de faire entrer l'IVG dans notre Constitution. Après plusieurs mois de débat, ce vote ouvre la voie à la réunion du Parlement sous la forme d'un congrès qui aura lieu ce lundi au château de Versailles. Il y avait énormément d'émotions cette semaine à la Chambre haute. Écoutez. Votant 339. Exprimé 317, pour 267, contre 50, le Sénat a adopté. Sandra et MC là. Bravo. Elle a été brillante. Ouais. Non, on ne dort pas du tout. C'est fini, on est digne et on Sur ces images, la sénatrice Mélanie Vogel qui a notamment porté ce combat ici au Sénat. Le texte qui a été adopté vise à inscrire la phrase suivante dans la Constitution. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Nathan, on a beaucoup entendu le mot historique. Vous partagez ce constat? C'est un moment, un vote historique avant cette révision prévue lundi? Oui, bien sûr, pour deux raisons. Une raison, je dirais, juridique, qui est que, si vous voulez, on voit bien dans le monde l'avortement, le droit de l'IVG être remis en cause. On l'a vu notamment aux États-Unis. Et une fois qu'on le constate, c'est trop tard, si vous voulez, pour s'en plaindre. On voit plus largement une attaque contre l'esprit de l'état de droit. Ça veut dire on voit de manière globale, même sur la scène intellectuelle, des gens qui estiment que la volonté générale est plus importante que l'état de droit. Ça veut dire que si une majorité de la population demain était pour reculer sur le droit à l'IVG, eh bien il faudrait le faire. Donc là c'est très important juridiquement de bloquer ça, de le mettre dans le bloc de constitutionnalité. Mais la deuxième chose, c'est une importance, je dirais, symbolique. C'est que la Constitution, à supposer même qu'il n'y ait aucune menace sur l'IVG, si on fait cette hypothèse-là, la Constitution c'est un peu le panthéon des idées. C'est aussi, si vous voulez, qu'on garde dans l'histoire législative française des moments, des idées, des lois qui nous paraissent correspondre à, si vous voulez, notre identité politique en quelque sorte, ou à notre patriotisme constitutionnel. Et à cet égard, estimer que l'IVG est quelque chose de tellement important que ça doit être mis au fronton de la loi française, ça me semble aussi historique. On a beaucoup entendu que c'était une manière aussi d'empêcher à l'avenir des retours en arrière sur l'IVG. C'est aussi un message envoyé à l'extrême droite, à Marine Le Pen, peut-être pour 2027. Oui, bien sûr, carrément, puisque ça grave dans le marbre le fait que maintenant, l'IVG est devenue une liberté garantie, ce qui est assez contraignant, parce que le mot garantie a fait débat au Sénat, et ça veut dire garantie, en fait. Donc ça va plus loin que la simple liberté, qui était une capacité. Et ce que je voudrais rajouter par rapport à ça, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. La question, c'était la Constitution. Non, c'était aussi un message politique. Non, ce que je voudrais dire, voilà, c'est ça, excusez-moi, ça m'est revenu, c'est que la France est le premier pays au monde à le faire. Il faut quand même dire ça. C'est-à-dire que, franchement, on est suffisamment en train de critiquer Emmanuel Macron. Il a poussé le projet jusqu'à là. Et bravo au Sénat, parce que finalement, il n'y a eu que 50 personnes qui ont voté contre au Sénat. Donc, c'est extrêmement peu. Et le président a dû faire un petit peu machine arrière par rapport à sa première... Il était contre, mais il a dit qu'il respecterait le vote. Voilà, qu'il respecterait le vote du Sénat. Merci à lui. Voilà, donc ça, c'est bien. Non, mais quand vous voyez le résultat qui est sur votre tableau derrière, 267
67 pour. C'est absolument formidable. Alors, la seule chose que je regrette un tout petit peu en tant que femme, c'est que vous y avez montré que des femmes, parce que il faut aussi que les hommes combattent pour ce sujet-là et pas seulement les femmes. La députée du Rassemblement national, Edwige Diaz, considère qu'on en fait un peu trop autour de ce vote et de cette révision constitutionnelle. Écoutez-la. Les Français ont du mal à se nourrir, les agriculteurs sont en crise et là, on essaye de détourner l'attention des Français et de faire croire qu'il s'agit là d'une journée historique alors que c'est un droit qui n'est pas du tout remis en question aujourd'hui. Je regrette qu'on consacre autant de temps, autant d'énergie, autant d'argent aussi parce qu'un congrès comme ça s'organise, ça coûte de l'argent alors qu'il m'apparaît y avoir des urgences dans notre pays. Donc je souligne là une déconnexion. Jonathan, cette déconnexion, ces autres urgences dans mais je pense qu'il y a toujours beaucoup d'urgences. Donc la capacité du politique, c'est à mener différents fronts en même temps. Et c'est pas parce qu'on fait ça qu'on fait pas autre chose. Donc moi, je suis assez d'accord pour dire que c'était un message utile et une sacralisation d'une certaine manière bienvenue. Après, il ne faut pas non plus complètement se méprendre. C'est qu'il y a la garantie de l'accès au droit, c'est quelque chose de fondamental. C'est très bien que ce soit arrivé. On voit que le Sénat a pas mal évolué d'un vote à l'autre sur cette question-là. On a beaucoup entendu que c'était parce que les sénateurs avaient discuté avec leurs familles et plus largement avec la société. Encore une fois, les politiques sont un peu en retard par rapport à la réalité de la société. Mais surtout, je pense qu'il ne faut pas que ça masque une autre réalité, c'est la difficulté d'accès concret à l'IVG dans beaucoup de territoires. Ça a plutôt régressé ces dernières années. C'était un petit peu un des arguments de Gérard Larcher en disant constitutionnalisation, pourquoi pas, mais moi je veux surtout me battre sur le fait que chacun ait accès. Donc je pense qu'encore une fois, le en même temps a parfois du sens. On peut d'un côté mettre dans la Constitution et de l'autre côté rester très vigilant sur le fait qu'on a toujours accès de façon concrète. Précisément, après le vote, Emmanuel Macron a immédiatement réagi sur Twitter. Je me suis engagé à rendre irréversible la liberté des femmes à recourir à l'IVG en l'inscrivant dans la Constitution. Après l'Assemblée nationale, le Sénat fait un pas décisif dont je me félicite pour le vote final. Je convoquerai le Parlement en congrès le 4 mars, donc le 4 mars, ce lundi. Comment va se passer ce congrès, cher Pascal? Le congrès, Emmanuel Macron n'a pas le droit d'y aller, c'est ça? Voilà. Non, bien sûr. Le président de la République n'a pas le droit de rentrer dans les enceintes parlementaires et le congrès, c'est la réunion donc du Sénat et de l'Assemblée nationale au Palais de Versailles pour changer la loi constitutionnelle. Quand on change la loi constitutionnelle, c'est important. Et donc cela exige une majorité qualifiée, la majorité des 3/5. Si vous regardez le rapport de force à l'Assemblée nationale et le rapport de force au Sénat, on l'a derrière vous, j'allais dire l'affaire est jouée. Il y aura cette majorité des 3/5. C'est sûr. Oui, ça sera peut-être même renforcé. On peut avoir des députés ou des sénateurs qui se seront abstenus ou qui auront voté contre et qui se diront, voilà, le moment est venu de se rallier, ce que l'on a vu d'ailleurs d'un vote à l'autre au Sénat. Vous savez que la droite du Sénat s'attendait à un rapport de force un peu plus serré. Il s'attendait plutôt à avoir 80 à 90 sénateurs contre. Et là, 50, c'est en effet faible. Et d'ailleurs, dans ces 50, c'est complexe. Ce n'est pas forcément des gens qui sont contre l'IVG. Ce sont ceux aussi qui considèrent, à tort ou à raison, que la Constitution est avant tout un texte politique et que c'est un texte qui ne doit pas devenir peu à peu une constitution à dimension sociétale. Bon, on en pense ce que l'on veut. Mais je voudrais dire, quand on utilise le terme historique, c'est historique parce que, en effet, la France est le seul pays. Mais ce qui était historique, c'était la loi Veil en 1976. Très rapidement, Valérie. Très rapidement, je pense qu'on peut être vraiment fier de ce qui vient de se passer parce que il faut rajouter à ce que vient de dire Pascal que le texte est exactement le même. C'était un préalable indispensable dans les deux assemblées. Donc non seulement ça a été voté, mais il n'y a pas une virgule qui a été différente et ils ont réussi à trouver ce compromis qui n'était pas gagné d'avance, il faut dire. Et si on rajoute ça au mariage pour tous, etc., je trouve qu'en France, la loi Veil, etc., on est quand même assez précurseur d'avancées sociétales qui comptent, qui sont importantes. Et je trouve qu'en ça, on tient notre rôle par rapport au monde entier et que c'est assez réjouissant. Le salon de l'agriculture, les amis. Ces vaches, ces vins, ces responsables politiques. Difficile de passer à côté cette semaine. 60e édition du salon que vous avez pu vivre en direct sur Public Sénat. Parmi tous les élus qui sont allés à la rencontre des agriculteurs, Jordan Bardella fait partie de ceux qui ont reçu l'accueil le plus chaleureux. Quelques heures plus tôt, la visite d'Emmanuel Macron avait-elle donné lieu à des tensions inédites? Le patron du RN ne s'est pas privé de le rappeler. Écoutez-le.
La question que devrait se poser le gouvernement, c'est pourquoi est-ce qu'un président de la République en exercice a besoin de 3 cordons de CRS de sécurité pour pouvoir accéder au salon de l'agriculture, dans lequel, en théorie, le président de la République peut se rendre tous les ans. Et pourquoi est-ce que le Premier ministre est obligé de débarquer en catimini à 20h quand le rideau a été tiré pour pouvoir entrer dans le salon de l'agriculture? C'est ça la question que nos dirigeants devraient se poser, et je pense que ça devrait les appeler à un peu plus d'humilité. Pascal, ce salon marque le top départ des élections européennes? Oui. La campagne maintenant est partie, on le voit bien, et même la majorité présidentielle a maintenant sa star avec Valérie Hayer qui emmènera donc la liste Renaissance. Donc ça y est, les choses sont parties et on voit que les coups, quel que soit l'événement politique, maintenant ça sera en effet une stratégie de positionnement entre les différentes têtes de liste, et Gabriel Attal également derrière Valérie Hayer, pour se positionner dans le cadre de ces élections européennes qui sont tout de même assez étonnantes, parce qu'on n'a jamais vu dans une élection européenne depuis 1979 la liste annoncée en tête, pour l'instant la liste RN de Bardella, avec une telle avance sur la seconde. Ouais. Voilà, à peu près 12 points. C'est énorme, et ça veut dire que ce différentiel sera certainement très difficile à combler, et c'est le grand enjeu de la campagne des élections européennes. Nathan, vous avez été surpris quand vous avez vu cet accueil chaleureux réservé à Jordan Bardella selon l'agriculture, qu'il a fait sur 2 jours, dimanche et lundi? Surpris, pas tellement, mais j'aimerais faire une remarque sur les propos de Jordan Bardella. Oui. On a aujourd'hui un phénomène qui est important, qui est l'augmentation de la violence envers les élus, qui, si je ne me trompe pas, par rapport à l'année dernière, est montée, il y a 2 ans, de 32%. Qui vise les élus de toute nature, mais qui vise, en l'occurrence, qui peut viser le président de la République. Quand vous prétendez être le dirigeant ou l'un des dirigeants de l'opposition, je pense qu'il y a une certaine hauteur du débat public à respecter. Et venir, si vous voulez, faire des petites remarques un peu perfides sur le fait, surtout en plus qu'on sait qu'il y avait des manipulations politiques et de l'instrumentalisation de la colère absolument légitime des agriculteurs. Mais venir faire des remarques un peu perfides, du style il est à portée de baffe, il peut s'en prendre une à tout moment, etc., ce n'est pas utiliser les meilleurs instincts qui existent. Et dernière remarque, vous parliez des élections européennes. Je pense, on en parlait tout à l'heure sur l'Ukraine, que l'Europe a changé de nature aujourd'hui, depuis la guerre en Ukraine, et que c'est en effet particulièrement préoccupant de voir que le parti qui est donné en super tête, en tout cas en France, c'est un parti qui, jusqu'à l'invasion de l'Ukraine, tenait les positions, inutile de les rappeler, tout le monde s'en souvient, soutenait l'annexion, la Crimée, Marine Le Pen qui disait qu'elle était l'analogone en France de Vladimir Poutine en Russie et de Donald Trump aux États-Unis. C'est quand même un climat politique pour le moins particulier. J'aimerais qu'on se penche sur Jordan Bardella, les amis, si vous voulez bien, et je vais vous montrer ce sondage, ou plutôt ce baromètre. Jordan Bardella, qui est la 30e personnalité préférée des Français, selon un sondage IFOP réalisé pour le JDD, c'était au mois de décembre. C'est la seule personnalité politique du classement. Donc vous avez Goldman, vous avez Florent Pagny, et puis vous avez Jordan Bardella dans ce classement, d'où la question qui va nous amener à un duel. Vous avez vu, c'est très bien calculé, cette émission, avec cette question. Jordan Bardella, vraie popularité ou simple notoriété, notamment par l'intermédiaire des réseaux sociaux. 2 invités ne sont pas d'accord. D'un côté, Valérie, de l'autre, Jonathan. Valérie, vous avez 45 secondes pour nous expliquer pourquoi, selon vous, oui, Jordan Bardella, aujourd'hui, jouit d'une vraie popularité dans la société française. Parce que Jordan Bardella, il surfe sur ce qui est en train de se passer dans ce pays et dans toute l'Europe, parce que aux élections européennes, il y a une possibilité que ce soit l'extrême droite, la droite extrême, qui deviennent même majoritaires. Ça ne se passe pas qu'en France. Donc on est face à la montée de la droite, du populisme, d'un certain nombre de revendications très fortes. Au Salon de l'Agriculture, on sait qu'il y a eu des manipulations avec la coordination rurale qui est très proche de l'extrême droite et qui a hué le président de la République. Donc il condamne ce qu'il a lui-même provoqué. Donc il y a une stratégie, si vous voulez, qui s'est mise en place, qui est extrêmement efficace. Après, pourquoi Bardella? Parce que Marine Le Pen, elle s'est déjà présentée 3 fois, elle a échoué 3 fois. Lui, il est très jeune, il a 28 ans. Il parle extrêmement bien, il a des codes de communication très positifs. Merci. Et donc, les gens se reconnaissent dans cette personnalité nouvelle. Merci, Président Larcher. Jonathan, 45 secondes. Simple notoriété, il n'est pas populaire.
Non, je ne sais pas, c'est toujours difficile de distinguer, d'autant plus dans la vie politique moderne, ce qui est popularité, notoriété, crédibilité. Ça, on est dans un confusionnisme assez bien entretenu. Ce qui est sûr, c'est que plus que Bardella, c'est le RN qui est populaire. C'est que le RN, c'est un bloc qui pèse aujourd'hui 30%. Il en est la figure de proue, censé occuper l'espace médiatique, et il le fait avec beaucoup de savoir-faire. C'est sûrement un des meilleurs professionnels de l'élément de langage qu'on ait sur la scène politique aujourd'hui. Une Marine Le Pen qui est en retrait, mais quand on voit les scores qui lui sont prédits pour 2027, on ne peut pas dire qu'elle est perdue en popularité aussi. Donc je pense que voilà, je ne sais pas s'il y a un phénomène spécifique sur Bardella. Il est en situation d'attirer la lumière. Il fait le job de façon assez efficace. Après, ça reste sur un credo de voilà, je suis le catalyseur de la France des oubliés, je suis le catalyseur d'un certain nombre de frustrations. Donc je ne sais pas s'il y a une marque Bardella qui s'est imposée. En revanche, il y a une marque RN qui est diablement solide. Le salon de l'agriculture a donc aussi été marqué par l'accueil très mouvementé reçu par le chef de l'État, interrogé sur le caractère exceptionnel des affrontements entre agriculteurs et forces de l'ordre à l'occasion de sa venue. Emmanuel Macron a choisi de minimiser cet événement. Écoutez-le. Aujourd'hui, il y a dû avoir 40 à 50 000 entrées. Il y avait 300-400 personnes qui étaient des gens énervés. Non, c'est les chiffres qui viennent de m'être donnés. Vous pourrez voir avec la préfecture de police comme avec les organisateurs. 500 ? Franchement, on n'a jamais vu des images aussi violentes au salon de l'agriculture. Non mais plusieurs grosses tentatives. Ne les félicitez pas de ça. C'est dramatique. Et c'est ridicule de la part d'agriculteurs d'avoir fait de la violence sur un salon qui est le leur. Mais donc, mettons que vous en aviez 500. Si vous en avez 500 alors que vous avez eu 50 000 visiteurs, on ne peut pas dire que c'est la majorité. Donc il ne faut pas que ces 500, si vous voulez, empêchent les autres de fonctionner. Pascal, est-ce que cet épisode est le symptôme d'une cassure entre Emmanuel Macron et les Français ? Si vous voulez, quand vous regardez les enquêtes, quand vous regardez les sorties sur le terrain du président de la République, on voit bien qu'il y a un anti-macronisme extrêmement vigoureux, qui se traduit d'ailleurs par la faible cote de popularité du président de la République, par le fait que, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, les positions du président énervent les fractures qui existent dans la société française. C'est du sel sur les plaies de la société française. Très souvent, Emmanuel Macron, alors qu'on s'attendrait à ce que le président de la République garde, même dans les situations compliquées, la figure de l'unité. Mais c'est l'usure du pouvoir ou il y a quelque chose de spécifique à Emmanuel Macron ? Il y a l'usure du pouvoir, comme pour tout président de la République. Souvenons-nous de François Mitterrand à la fin de son deuxième mandat. Il y a aussi le style du président de la République, qui est un style, en effet, qui n'hésite pas devant la disruption, disent certains, devant la provocation, pourrait dire d'autres. Donc, oui, le président de la République, aujourd'hui, quelle que soit la nature de ses interventions, se confronte à quelque chose de très important, cet antimacronisme, qui est aussi un des éléments, je reviens à ce que l'on disait tout à l'heure, du succès du RN. Parce qu'au fond, il y a deux anti-ismes forts en France. Il y avait l'anti-lepénisme, l'anti-macronisme. Le jour où l'anti-macronisme deviendra plus fort que l'anti-lepénisme, les forces de l'arc dit démocratique pourront se faire du souci. Le sondage est là, paru cette semaine. Pour 63% des Français, Emmanuel Macron est responsable des incidents qui ont eu lieu lors de l'inauguration du Salon de l'Agriculture. Même question, Jonathan. Est-ce qu'il y a une cassure aujourd'hui entre les Français et Emmanuel Macron ? Aujourd'hui me paraît un petit peu en trop dans la formulation, mais ce qu'on a pu constater dans bien des occasions, c'est que ses prédécesseurs suscitaient bien souvent de la déception, assez régulièrement du ressentiment. François Hollande a été globalement assez méprisé à la fin de son mandat. Emmanuel Macron, on est dans le registre de la haine. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus passionnel, beaucoup plus passionné, beaucoup plus violent aussi parfois. Donc ça s'inscrit dans ce que Nathan Dever décrivait aussi de digues qui sautent dans le rapport qu'on peut avoir aux élus et singulièrement aux premiers d'entre eux. Après, je pense qu'il y a une responsabilité personnelle dans l'assèchement de ce que pouvait être aussi l'espace de la vie démocratique, dans sa diversité, dans parfois sa violence verbale ou sa violence idéologique, et qu'en gros, à force de se dire c'est eux ou moi, on finit par subir les codes de l'adversaire, et c'est aujourd'hui ceux qui gagnent la bataille culturelle dans bien des domaines, que ce soit sur des sujets de fond ou que ce soit sur la façon de faire de la politique. C'est bien plus l'extrême droite que le macronisme, dont on aurait bien des difficultés à définir l'identité encore aujourd'hui. Il y a une responsabilité d'Emmanuel Macron dans cette situation aussi ? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. On peut faire une hypothèse de pensée. Imaginons que Marine Le Pen ou Jordan Bardella arrivent au pouvoir, par exemple, à la prochaine élection présidentielle. Est-ce que des historiens
estimerait que Emmanuel Macron porte une responsabilité, en tout cas le macronisme porte une responsabilité dans cet événement de la vie politique française. Je pense que oui pour 2 raisons. La première raison, c'est que de manière même politique, Emmanuel Macron a tout fait pour que la seule altérité qu'il y ait face au macronisme, ce soit le Rassemblement national, ou en tout cas l'extrême droite. Donc à partir de là, évidemment, quand même, la vie démocratique, elle repose souvent sur un désir d'alternance. Quand on est déçu par le président pour une raison X ou Y, on va dire je vais voter pour l'autre, premièrement. Et deuxièmement, c'est que sur un certain nombre de sujets importants, au lieu de faire barrage, au lieu de faire arc démocratique ou républicain, on a vu des macronistes reprendre des concepts, des idées, des propositions de loi, dont la généalogie politique mène en droite ligne à Marine Le Pen, voire à Jean-Marie Le Pen. Et donc ça, évidemment, c'est difficile de faire barrage quand on est dans du mimétisme. En matière de projet de loi, justement, revoilà une réforme de l'assurance chômage. Alors que notre économie s'essouffle un peu, Gabriel Attal a agité cette semaine le spectre d'un nouveau durcissement des règles d'indemnisation des chômeurs. Sous Emmanuel Macron, il y a déjà eu 2 réformes en la matière, oui. Mais voilà, le contexte économique n'est décidément pas bon, selon le Premier ministre. Écoutez-le. J'ai, il y a quelques jours, indiqué que je souhaitais avancer sur une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Oui, j'assume de le dire, nous devons avoir un modèle social davantage tourné vers l'incitation à l'activité. Plus nous aurons de Français qui travaillent, plus nous aurons de recettes pour financer nos politiques publiques. Si nous avions le même taux d'emploi que nos amis allemands, nous n'aurions pas de problème pour équilibrer nos politiques. Donc oui, il faut continuer à inciter au travail et assumer de chercher un modèle social qui est moins coûteux et plus efficace. Ça fait partie des pistes de travail. Depuis 2017, il y a déjà eu 2 réformes de l'assurance chômage, 2019 et 2022. 2019 avec un durcissement des conditions d'accès à l'indemnisation. En 2022, on a procédé à la mise en place d'une variation de l'indemnisation en fonction de l'état du marché du travail. Et donc, il va y avoir une V3, Valérie. Ça veut dire que les 2 précédentes réformes n'ont pas marché. Expliquez-nous. En fait, je pense qu'ils prennent le sujet à l'envers comme ils l'ont fait au moment de la réforme des retraites. C'est-à-dire que si les gens ne peuvent pas travailler davantage dans les entreprises, c'est parce que les entreprises ne gardent pas un certain nombre de personnes. Notamment, il y a le sujet des seniors, qui est, comme vous le savez, un sujet clé dans ce pays, puisque à partir de 60 ans, en France, disons, les gens travaillent beaucoup moins que dans les autres pays européens. Et je pense que la bonne méthode serait quand même d'en parler avec les chefs d'entreprise qui ne sont pas d'accord sur cette nouvelle réforme de l'assurance chômage. Le MEDEF est opposé dans les discussions et il trouve que ce n'est pas la bonne façon de faire. Parce que là, vous sanctionnez des gens qui vont se retrouver dans la précarité, comme le prouve l'étude qui est sortie avec les 2 premières réformes qui sont déjà intervenues, sans leur proposer une solution. Le sujet de ce pays, c'est le travail, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que les gens puissent rester dans les entreprises, qu'ils aient envie de travailler plus longtemps. Et donc, parce que l'objectif, c'est le plein emploi. Le plein emploi en France, on n'y est jamais arrivé. Alors aujourd'hui, le taux de chômage est à 7,5%, le plein emploi, c'est autour de 5%. En France, on n'y est jamais arrivé. C'est des chiffres américains. On n'a jamais eu 5% en France, pour des raisons, à mon avis, qui sont un petit peu différentes que ce qu'ils sont en train de faire, et qui viennent du secteur public, en fait. Mais la méthode de sanctionner avant de proposer n'est pas la bonne. Le constat est intéressant. Et oui, il faut de l'activité, parce que l'activité, ça rapporte du revenu. Mais là, on a un peu l'impression qu'ils préparent les Français à une réforme à des nouvelles sanctions, en fait. Oui, mais voilà, pour continuer le durcissement, ça aurait pu être le mot qu'il y avait au début des 2 précédentes réformes. Après, moi, je pense que c'est pas du tout un discours économique. Enfin, c'est pas du tout. Ça répond pas à des réalités économiques. C'est ce qu'il dit. C'est un discours exclusivement. Le contexte économique n'est pas bon. Ou ben justement, c'est presque à l'inverse. Quand les précédentes réformes avaient été présentées, c'était l'idée que, en gros, on serrait la vis quand l'activité allait bien et quand l'emploi se développait. Et en même temps, on avait la lucidité de dire quand l'activité se contracte et que c'est d'autant plus difficile de trouver un emploi, ce qui est quand même plutôt la tendance actuelle en France comme à l'échelle européenne, on est un peu pragmatique et on évite de faire l'effet ciseau entre vous ne trouvez pas d'emploi et en plus on vous le reproche. Non, je pense que c'est totalement un discours politique qui témoigne d'une droitisation continue sur ces questions-là. Et à une époque, quand Laurent Wauquiez parlait du cancer de l'assistanat, tout le monde poussait des cris d'orfraie. Et on voit que sur la question du RSA, comme sur la question de l'assurance chômage, c'est clairement ce discours-là qui est pris aujourd'hui par le gouvernement. Je pense que laisser penser aux Français que chômeur, c'est une situation enviable, c'est assez détestable. A fortiori, quand il y a un contexte d'inflation où c'est encore plus dur quand même quand on n'a pas de travail. Donc après, tout le monde est d'accord pour dire plein emploi comme un objectif. Maintenant, à quel prix? Vous évoquiez le modèle
modèle américain ou d'autres, on sait très bien que le plein emploi, le coût pour le plein emploi, c'est quand même précarisation. Mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Ah ouais, vous avez choisi votre camp. Parce que c'est eux qui confondent tout. Mais, donc encore une fois, voilà. Mais ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est que c'est pas une réforme économique, c'est une réforme politique. Vous êtes d'accord avec ça, Pascal ? Oui, il y a une forte dimension politique dans cette affaire. En effet, les principaux acteurs économiques, on parlait tout à l'heure du patronat, où les représentants, bien sûr, des syndicats de salariés ne sont pas du tout favorables à ce type de réforme. Il serait bien, si on touche une troisième fois au régime de l'assurance chômage, tout de même, d'avoir une démarche qui privilégie un peu la concertation, si vous voulez, ça serait ça, à mon avis, pour moi, le nouveau style de gouvernement, et que ça ne continue pas à venir d'en haut, de manière un peu excessivement jupitérienne. Et puis, même de manière tout à fait concrète, la vis a été serrée à 2 reprises, et on a un taux de chômage qui est un taux de chômage entre 7,5 et même apparemment qui remonte de manière inéluctable vers les 8%. Donc on ne peut pas dire que ces taux de vis aient été particulièrement efficace. Juste, alors, la réforme, pour l'instant, est encore très floue. Gabriel Attal a donné des pistes quand même dans le JDD la semaine dernière. On est passé de 24 mois à 18 mois de durée d'indemnisation. On peut encore la réduire. On peut aussi accentuer la dégressivité des allocations. Cela fera partie des discussions. Même question, c'est une réforme politique, c'est une réforme de droite, dit votre voisin. Nathan, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors moi, je ne suis pas économiste, c'est pas mon champ de compétences, mais j'aimerais faire une remarque. C'est quand même, évidemment, il me semble que cette réforme, elle participe de ce qu'on pourrait appeler une fétichisation de la valeur travail, qu'on a déjà vu à l'œuvre au moment de la réforme des retraites, etc., et qu'on voit à chaque élection, la valeur travail. J'aimerais juste dire une chose. Le travail, c'est un concept qui ne veut rien dire. Comment je pense ça qu'ici, autour du plateau, nous avons tous et toutes le bonheur, la chance d'aimer ce que nous faisons. On se réveille, en l'occurrence c'est un travail, ça demande de la discipline, etc. Mais ça, d'abord, c'est une première réalité. Vous avez en France, entre 30 et 50%, ça dépend des études, de Français, d'abord, qui n'aiment pas leur travail, pour qui c'est d'une pénibilité importante. Deuxième, évidemment, sujet, le chômage, quand on n'a pas d'accès au travail. Mais restons même sur les gens qui travaillent. Pénibilité, vous ne travaillez pas de la même manière, si vous êtes dans une pénibilité ou non. Il y a une crise de sens. Tous les métiers dits de vocation, tous les métiers dits de longue carrière, etc., on voit que ça change. Même regardez dans un milieu comme la médecine, comme le droit, etc., la notion du travail sacerdotal est en train de disparaître chez les jeunes générations. Que le gouvernement est un peu déconnecté des préoccupations aussi des Français, des travailleurs. C'est le débat public. Ouvriers. C'est le débat public. C'est ce concept de com qui veut rien dire, qui est une dent creuse, qu'on emploie tout le temps pour exciter comme ça les foules dans les meetings aux élections et qui ensuite dirige une politique en donnant l'impression que c'est concret alors que ça ne l'est pas. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Vous dites, voilà, ça excite, c'est ça le mot que vous avez, ça excite les foules. Oui, quand on dit la valeur travail, travailler plus. Notamment les retraités. Enfin, fondamentalement, encore une fois, c'est là où on se rend compte donc que il y a un public qui dit droitisation, c'est c'est souvent en parallèle avec un vieillissement de l'électorat, et ça c'était vrai pour la droite version Sarkozy-Fillon comme pour le macronisme au fil de l'exercice du pouvoir. Et je pense qu'il y a un mot sur lequel il y a eu des enquêtes très intéressantes, notamment dans le monde, c'est la smicardisation, en gros, du secteur privé. C'est qu'en gros, moi je veux bien qu'on dise valeur travail, mais donnons une vraie valeur au travail. Était évoqué, je crois, par Gabriel Attal, ce modèle allemand, qu'il aille se pencher sur le niveau des rémunérations. Ça vaut pour les profs dont on parlera après, comme pour les salariés du secteur privé. Édouard Philippe qui tire la sonnette d'alarme sur l'état des finances publiques cette semaine. Ça rejoint un peu ce que vous dites. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne réforme pas grand-chose. Édouard Philippe, c'était dans l'Opinion le 27 février. C'est un débat aussi très politique aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, une réforme politique. Vous êtes d'accord avec ça, Valérie ? C'est la réponse un peu du gouvernement à Édouard Philippe qui fait cette sortie cette semaine, ou c'est quelque chose de complètement différent ? Non, je pense que c'est différent. Le déficit public, depuis le quoi qu'il en coûte du Covid, tout le monde a oublié de quoi il s'agissait, mais c'est quand même une notion économique absolument fondamentale. Si vous avez des dettes et du déficit, vous faites quoi ? Vous ne payez pas ce que vous devez et vous le laissez à la génération d'après. Donc il y a une réalité budgétaire qu'il faut prendre en compte. Il y a un certain nombre de personnes dont font partie Édouard Philippe, mais surtout Bruno Le Maire, qui essayent de tirer la sonnette d'alarme en disant arrêtons de dépenser tout l'argent qu'on n'a pas, puisque ce gouvernement a fait une politique de chèque qui fait que les caisses sont complètement vides aujourd'hui. C'est pas tout à fait le sujet. Pour revenir sur cette histoire de travail, je pense que ce qui se montre là et qui s'est montré pendant toute la réforme des retraites,
retraite et la contestation de la réforme des retraites, c'est le fait que beaucoup de gens en France n'aiment pas ce qu'ils font. Et c'est ça l'enjeu. Moi, je suis d'accord avec ça. Redonner du sens au travail. Mais c'est complètement indispensable. C'est que les gens, ils aient plus envie de travailler que de rester chez eux à regarder la télé. C'est ça l'histoire. Fini les vacances, justement. Fini les vacances pour les élèves de la ville de Béziers. Lundi, ils ont repris le chemin de l'école et pas n'importe comment. La ville de Béziers est la première en France à tester le port de l'uniforme. En début de semaine, les écoliers ont donc revêtu leur tout nouveau blazer sur lequel on trouve l'écusson de leur école. Nathan, vous hochez la tête, vous allez nous dire pourquoi dans un instant. Cet écusson qui est inscrit sur la poitrine. Tout cela pour le plus grand plaisir du maire de la ville, Robert Ménard. Écoutez-le. On pense, on espère, on va voir que sur un certain nombre de points, on pourrait avancer. Sur la cohésion, par exemple, dans les écoles, vous savez, c'est eux qui nous ont demandé d'avoir un blason avec le nom de l'école. Donc je pense qu'il y aura une fierté, et c'est pas rien, d'appartenir à telle ou telle école. Bon, Nathan, qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas des millions de gens, je rigole pas, hein, dans les rues contre cette logique de l'uniforme. Je le dis de manière un peu ironique, mais pas du tout, parce qu'en fait, c'est un sujet majeur. D'abord, il n'y a jamais eu d'uniforme en France. Avant mai 68, il y avait une blouse. Ce n'était pas un uniforme pour des raisons multiples. Il ne fallait pas salir aussi ses vêtements, etc. Évidemment, la blouse avait un enjeu de discipline qui était symbolique. Les années 70 ont permis progressivement d'abandonner cette pratique pour ce qu'on appelle de manière un peu caricaturale l'esprit 68, mais estimer que l'école, c'est un espace où il y a des contraintes, évidemment, mais dont le but de ces contraintes, c'est de trouver son individuation, de devenir soi-même, de devenir quelqu'un, si vous voulez, ce qu'on appelle l'ipséité, quelqu'un qui n'est pas interchangeable. Là, que l'uniforme soit plébiscité par des gens importants du gouvernement, par une partie très importante de l'opinion publique, et maintenant par des établissements qui vont faire cette expérience, si vous voulez, c'est dire, le but de l'école, c'est de se fondre dans la masse. Et ça, c'est une vision, je trouve, funeste et morbide. Professeur, le but de l'uniforme, c'est de gommer les différences sociales. C'est pas complètement bête comme idée. C'est pas l'uniforme qui fera que, si vous voulez, les inégalités sociales se reproduisent dans le rapport au savoir et à l'école. C'est une mesure, j'allais dire, qui est une mesure cosmétique, qui n'est pas à la hauteur des défis que connaît l'école républicaine aujourd'hui, et qui est, si on considère qu'en effet mettre l'uniforme, ça va faire que les trublions deviennent de parfaits élèves respectueux de l'autorité dans la classe, on va être, je vais vous le dire, atrocement déçu. Atrocement déçu. Donc c'est une réforme qui agite beaucoup. L'opinion y est favorable, en effet, parce qu'on a une espèce de passion égalitaire en France qui fait que par l'égalité de l'uniforme, on a l'impression que l'on va régler les problèmes, mais cette passion égalitaire égare complètement l'opinion. La ministre Nicole Belloubet nous dit que ça va permettre d'apaiser le climat scolaire, Valérie. Apaiser le climat scolaire. Écoutez, en dehors de cet écusson que je trouve absolument grotesque... Alors, c'est eux qui l'ont choisi. Hein. Oui, je trouve ça vraiment... Mais je ne suis pas sûre que ce soit une si mauvaise mesure que ça. Voilà, exceptionnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Alors, expliquez-nous. Parce que je pense quand même qu'à l'école, aujourd'hui, il y a de tels problèmes d'autorité, il y a tellement de gamins qui s'en moquent un peu de ce qui se passe, qui parlent mal à la maîtresse, qui ne répondent pas, qui n'obéissent pas, qui n'en font qu'à leur tête, etc. Moi, j'y vois plus quelque chose qui peut rétablir un petit peu d'autorité plutôt que de l'égalité. C'est-à-dire cette espèce d'idée de se dire... alors bon, moi, la blouse, c'était mieux, c'était plus intéressant parce que c'est moins contraignant, c'est moins cher, ça permet de protéger les vêtements. Je trouve que c'était une meilleure solution. Alors là, le coût n'est pas supporté par les familles. Hein. Oui, oui, mais enfin bon, si on va le généraliser, Robert Ménard en a fait quelque chose de personnel, mais je trouve que ça vaut le coup de tenter, on verra bien ce que ça donne, de voir si grâce à cette contrainte, parce que c'est une contrainte, effectivement, ça donne une espèce de solennalisation de l'école, un petit peu. Les enfants, ils vont à l'école. Et à l'école, on ne se comporte pas n'importe comment. On ne se comporte pas comme on se comporte dans la rue, on est bien élevé, on dit bonjour, on dit au revoir, on salue la maîtresse, on lui obéit, etc. Et ça peut être un signe de ça, parce que je ne sais pas comment on va retrouver l'autorité à l'école.
Cette expérimentation est prévue pour durer sur 2 ans. 92 établissements ont donné leur accord à l'expérimentation. Quel bilan on peut tirer de ce début? Alors vraiment, quel bilan on peut tirer avant la fin? Non mais regardez, il y a 60 000 établissements scolaires en France. Seulement 92 ont donné leur accord. Le gouvernement, je crois, tablait sur 100 établissements au total. Non, mais pour l'instant, c'est globalement, pas un fiasco, mais en tout cas, on ne peut pas dire que ça devienne... Moi, ce que je trouve sidérant, c'est que ce soit un sujet majeur. On parle déjà suffisamment peu de l'éducation nationale pour rentrer un peu dans le détail. On en a vraiment l'impression d'une volonté d'occuper le terrain avec... J'entendais Pascal Perrineau parler de passion égalitaire. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que ça vient répondre à une passion passéiste et qu'on est vraiment dans un espèce de fantasme totalement lunaire. C'est-à-dire que dans les pays où ça existe, tout le monde fait le constat que ça fait partie de la culture, mais que ça ne règle pas grand-chose si les moyens, si on n'a pas l'égalité des chances. Enfin, moi, on voit d'un collège à l'autre les moyens publics mobilisés dans la capacité à remplacer des professeurs. Moi, je pense que pour que l'autorité à l'école ait du sens, ça se joue plus à la capacité à mettre des adultes dans l'espace scolaire, que ce soit des surveillants, que ce soit des professeurs quand le professeur est absent. Voilà. Il n'y a pas d'urgence, ça c'est pas la priorité. Non, mais ça paraît être d'une certaine manière, si ça devait, et encore une fois, je suis très d'accord avec ce que disait Nathan Devers sur si le projet de l'école c'est l'uniformisation, on a quand même perdu quelque chose dans l'histoire. Donc c'est totalement gadget et ça devrait être, même pour ceux qui le défendent, une sorte de cerise sur un gâteau, mais le gâteau, il s'agit déjà de le rendre un peu plus riche qu'aujourd'hui. Et encore une fois, on est dans des chimères qui ne changent rien à la vie quotidienne des élèves et envoient peut-être un petit message rassurant à leurs parents et bien plus souvent à leurs grands-parents. Attends, il y a un côté fantasme de quelque chose qui n'a pas forcément existé. C'est ce pas forcément du tout, même. Qui n'a pas existé. Cette autorité, cette troisième République dont parle pas mal d'historiens. Oui, bien sûr. Il me semble que c'est la formule Make America Great Again, dont c'était un again qui était en effet fantasmé, qui ne correspondait pas à une répétition du passé. Mais encore une fois, désolé pour le débat, mais je suis parfaitement d'accord avec vous. En fait, ce serait à la limite... C'est bon, ce serait pas... On vous a mis à côté. C'est pour ça. Mais à la limite, ce ne serait pas si grave que ça si c'était juste une mesure qu'on peut critiquer, mais dans une éducation nationale qui va bien. Le fait est qu'il y a les problèmes que vous avez dit. Dans 58% des établissements, il manque un professeur. Il y a globalement une baisse du niveau chez les élèves, on l'a vu avec les tests internationaux. Et si vous voulez, à partir de là, faire des mesures de diversion, alors qu'on a une éducation nationale qui est quand même un peu à bout de souffle, peut-être que j'exagère en disant cela, c'est beaucoup plus irresponsable que dans un contexte où ça irait bien. Pascal, en 15 secondes. En 15 secondes. Si vous voulez, vous parliez de la réussite, qui est réelle, de l'école républicaine sous la Troisième République. C'était une école qui était sûre de ses principes. L'école républicaine, aujourd'hui, n'est plus du tout sûre de ses principes. Elle est travaillée, entre autres, par la communautarisation et elle ne se retrouve pas autour des mêmes valeurs. D'autre part, on parlait des hussards noirs de la République. Ça veut dire que ces hussards noirs de la République, ils étaient en redingote. Ils avaient des tenues, la cravate faisait partie, on n'imaginait pas un professeur sans cravate. Vous avez vu la tenue aujourd'hui des professeurs. Merci Président Larcher, comme chaque semaine on termine par un top flop. Je vous pose une question très simple, qui a marqué l'actualité de la semaine en bien ou en mal? Cher Pascal, vous commencez, votre top de la semaine, s'il vous plaît. Mon top de la semaine, c'est l'attitude extrêmement digne de la mère de Navalny, qui est allée j'allais dire à la colonie pénitentiaire dans laquelle son fils est mort pour récupérer de manière digne la dépouille. Elle m'a impressionné, cette femme. Et votre flop? Le flop, c'est l'appel à exclure les artistes israéliens de la Biennale de Venise. Que 9000 soi-disant artistes aient signé un tel texte est indigent, surtout pour dénoncer soi-disant un État d'Israël qui serait non seulement un État d'apartheid, mais aussi un État génocidaire. J'allais dire, l'excès devient tout à fait condamnable dans cette appréciation que l'on porte sur l'État d'Israël. Ça ne veut pas dire qu'on approuve la politique menée par l'État d'Israël, mais il y a là quelque chose de tout à fait indigne. Et la réponse du ministre de la Culture, qu'on a beaucoup brocardé, italien, a été à la hauteur de la bêtise de cet appel. Le top de la semaine. Moi, j'ai 2 flops. Ah, alors dites-nous. Alors, le premier flop, c'est la Cour fédérale américaine qui a accepté d'examiner la demande de Donald Trump sur son immunité au moment de l'attaque du Capitole. Donc c'est une extrêmement mauvaise nouvelle pour les États-Unis parce que la seule chance d'enrayer la progression de Donald Trump, c'est qu'il soit rattrapé par toutes ces affaires, dont celle-là. Et comme on sait que ce sont tous ses copains parce qu'il les a nommés,
ça devrait retarder singulièrement les choses et peut-être lui permettre d'enjamber la présidentielle Deuxième américaine. flop, chère Valérie. C'est très important. C'est- Le deuxième flop, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a fait une campagne absolument ridicule pour l'inscription à LFI là, aux élections En brocardant les européennes. journalistes. En brocardant. Alors, c'est un doux mélange parce qu'il y a effectivement Nathalie Saint-Cric, mais il y a aussi tous les golfeurs qui seraient tous riches et racistes. Je ne sais pas, ils n'avaient rien demandé. Donc c'est une campagne qui est quand même très borderline. Nathan, votre top de la semaine. J'avais prévu de dire en top le vote du Sénat pour constitutionnaliser l'IVG, mais je vais changer. Je vais donc dire que c'était cette émission, puisqu'on en a déjà parlé. Et en flop, je voulais parler du fait que le ministère de la Santé, de la Justice, a sorti les chiffres. Il y a 76 300 détenus, donc c'est une augmentation de 6% par rapport à l'année dernière. J'aimerais juste dire une chose, c'est que contrairement à ce que dit beaucoup le discours sécuritaire, on n'a jamais enfermé autant de gens dans les prisons françaises de toute l'histoire de France. C'est un flop. Et vous, votre top, cher Jonathan? Du coup, moi, j'ai plus qu'un top, puisque mon flop a déjà été évoqué, mais comme ça, je vais prendre mon temps tranquillement, vous en paniquez. Tranquillement, non, mais allez-y. Non, mais c'était un top, mais je pense qu'on partage tous pour l'initiative de Judith Godrèche et son courage, malheureusement pour l'instant assez solitaire, pour dénoncer ce qu'elle appelle la famille incestueuse du cinéma. Elle l'a fait évidemment le soir des Césars, dans différents médias, et elle l'a fait encore jeudi devant le Sénat en demandant l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. On sent que voilà, derrière le terme de famille, il y a une grande omerta, il y a un grand silence, de grande violence. Donc il est temps, et c'est parfois le rôle de la représentation nationale, de mettre son nez dans des endroits où les comportements sont largement déviants. Se pose évidemment la question aussi du CNC, dirigé par Dominique Boutonnat, qui a été reconduit dans ses fonctions alors qu'il est lui-même la cible d'une plainte de son filleul pour agression sexuelle. On sent que le MeToo français est en train d'exploser et de prendre son envol. On aimerait entendre plus d'hommes aux côtés de Judith Godrèche. Pour l'instant, il y a surtout des femmes qui se lèvent et qui n'ont pas ce casse, comme disait Adèle Haenel, mais qui font avancer les choses. Il faut les soutenir. Et donc votre flop, c'est LFI. Merci beaucoup, chers amis. Merci. C'est la fin de cette émission. Salut à vous derrière votre écran. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver en replay et en podcast sur notre plateforme publicsena.fr. On se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure et même endroit. Bye bye.